Rome, année 858. La procession pontificale traverse lentement les rues pavées entre la basilique Saint-Jean-de-Latran et Saint-Pierre. Le cortège avance avec solennité. Les cardinaux marchent derrière celui qu'ils croient être le Saint-Père Jean VIII l'Angélique. Soudain, un cri déchire l'air. Le pape s'effondre. Sous les yeux horrifiés de la foule, l'impensable se produit. Le souverain pontife accouche d'un enfant en pleine rue. Ce jour-là, selon la légende, l'Église catholique découvre que depuis plus de 2 ans, une femme déguisée en homme règne sur la chrétienté. Cette histoire, qui défie toute logique et tout protocole religieux, va pourtant être acceptée comme vraie pendant plus de 600 ans par l'Europe entière. L'histoire commence vers 822 à Ingelheim, près de Mayence, en Allemagne. Dans cette région frontalière entre les royaumes francs, naît une enfant dont le destin va ébranler les fondements même de l'autorité papale. Selon les chroniques médiévales, elle s'appelle Jeanne, bien que certains textes la nomment Agnès, Marguerite ou Gilberte. Dès son plus jeune âge, cette fillette démontre une soif de savoir qui la distingue radicalement des autres enfants de son époque. À une époque où l'éducation des femmes se limite aux travaux domestiques et à quelques rudiments de religion, Jeanne rêve de livres, de philosophie et de théologie. Mais au IXe siècle, les universités et les centres d'apprentissage sont exclusivement masculins. La famille de Jeanne semble avoir des origines anglaises, ce qui explique peut-être son surnom ultérieur de Jean l'Anglais. Son père serait un évangéliste nommé Gerbert, personnage cultivé qui transmet probablement à sa fille cette passion pour les textes sacrés. Mais rapidement, Jeanne comprend que ses aspirations intellectuelles se heurtent à un mur infranchissable, son sexe. Vers l'âge de 12 ans, Jeanne prend la décision qui va changer sa vie et, selon la légende, l'histoire de la papauté. Elle se coupe les cheveux, revêt des habits monastiques masculins et se fait passer pour un jeune moine. Cette transformation n'est pas un simple déguisement. C'est une véritable révolution personnelle qui va lui ouvrir l'accès au savoir. Son stratagème fonctionne parfaitement. Sous son identité masculine, elle intègre d'abord le couvent de Fulda en Allemagne, l'un des centres intellectuels les plus réputés de l'époque. Les moines, impressionnés par l'intelligence et la dévotion apparente de ce jeune novice, l'accueillent sans soupçonner la supercherie. Mais Jeanne ne s'arrête pas là. Assoiffée de connaissances, elle quitte rapidement Fulda pour entreprendre un véritable tour d'Europe intellectuelle. Elle voyage de monastère en monastère, d'université en université, toujours sous son déguisement masculin. Cette époque de sa vie reste floue dans les chroniques, mais on sait qu'elle pousse ses études jusqu'à Athens et Paris, devenant progressivement l'une des personnes les plus érudites de son temps. C'est probablement durant cette période d'études que Jeanne rencontre l'homme qui va bouleverser sa destinée. Les chroniqueurs parlent d'un jeune moine ou d'un étudiant en théologie dont elle tombe éperdument amoureuse. Cette relation amoureuse, maintenue dans le plus grand secret, pousse le couple à voyager ensemble à travers l'Europe. Leur périple les mène finalement vers Athènes, où Jeanne parfait son érudition dans l'une des dernières citadelles du savoir antique. Elle y étudie la philosophie aristotélicienne, la théologie et les textes patristiques. Sa réputation d'érudit commence à dépasser les frontières de la Grèce. Malheureusement, le bonheur de Jeanne est de courte durée. Son amant meurt dans des circonstances qui restent mystérieuses. Certaines sources évoquent la maladie, d'autres un accident. Cette perte dévastatrice pousse Jeanne à prendre une décision qui va la mener au sommet de l'Église. Elle part pour Rome, le cœur du pouvoir chrétien. Vers 850, Jeanne arrive dans la ville éternelle. Rome de cette époque est un chaos de intrigues politiques et religieuses. L'empire carolingien se délite, les Sarrasins menacent les frontières pontificales et la papauté cherche désespérément des hommes capables de naviguer dans cette tempête. Sous son identité masculine de Jean l'Anglais, Jeanne trouve rapidement sa place dans cette effervescence. Son érudition exceptionnelle et sa maîtrise parfaite du latin, du grec et de la théologie impressionnent immédiatement les dignitaires romains. Elle obtient d'abord un poste de lecteur des Écritures saintes, fonction qui lui permet de démontrer publiquement ses compétences.
Rapidement, Jeanne gravit les échelons de la hiérarchie ecclésiastique. Sa réputation de sagesse et de piété attire l'attention des plus hautes autorités. Elle intègre la curie romaine, ce cercle restreint de conseillers qui entoure le pape. Certaines chroniques affirment même qu'elle devient cardinale, ce qui paraît extraordinaire pour quelqu'un d'aussi jeune. Pendant cette période d'ascension, Jeanne doit faire preuve d'une vigilance constante pour maintenir son déguisement. Elle évite soigneusement les situations qui pourraient révéler son véritable sexe, développe une gestuelle masculine convaincante et cultive des relations de confiance avec les hommes d'influence romains. Le 17 juillet 855, le pape Léon IV meurt subitement. Sa mort plonge Rome dans l'incertitude. L'Empire traverse une période de faiblesse. Les menaces extérieures se multiplient et l'Église a besoin d'un chef capable de restaurer son autorité. C'est dans ce contexte que se déroule l'un des conclaves les plus extraordinaires de l'histoire chrétienne. Les cardinaux, impressionnés par l'érudition et la sagesse de Jean l'Anglais, le choisissent à l'unanimité pour succéder à Léon IV. Cette élection par acclamation témoigne de la réputation exceptionnelle que Jeanne s'est forgée au sein de la hiérarchie romaine. Le 29 septembre 855, Jeanne est couronnée pape sous le nom de Jean VIII l'Angélique. Cette cérémonie de couronnement marque l'apogée de l'une des supercheries les plus audacieuses de l'histoire humaine. Pendant quelques heures, le centre du monde chrétien appartient à une femme qui a réussi à tromper les plus hautes autorités religieuses de son époque. Le pontificat de Jeanne commence sous les meilleurs auspices. Sa gestion des affaires pontificales impressionne même ses contemporains. Elle démontre une compréhension fine des enjeux politiques et religieux de son époque, prend des décisions éclairées et maintient l'autorité papale face aux défis extérieurs. Pendant plus de 2 ans, de 855 à 858, Jeanne règne sur l'Église catholique sans que personne ne soupçonne sa véritable identité. Elle reçoit les ambassadeurs, préside les cérémonies religieuses, tranche les disputes théologiques et gouverne les États pontificaux avec une habileté consommée. Cette période révèle les qualités exceptionnelles de Jeanne. Non seulement elle parvient à maintenir sa supercherie, mais elle excelle dans ses fonctions pontificales. Les chroniques de l'époque, même rédigées par ses détracteurs, reconnaissent généralement la qualité de son gouvernement. Cependant, cette réussite extraordinaire va être anéantie par un élément que Jeanne ne peut pas contrôler, sa nature féminine. Vers 857, Jeanne rencontre un homme qui va précipiter sa chute. Les versions diffèrent sur l'identité de cet homme. Certaines chroniques parlent d'un simple clerc, d'autres d'un cardinal particulièrement perspicace qui aurait découvert son secret. Ce qui est certain, c'est que Jeanne tombe amoureuse et entame une relation secrète. Cette liaison amoureuse représente un risque énorme pour Jeanne. Non seulement elle doit maintenir le secret sur son sexe, mais elle doit également cacher sa relation sentimentale. Dans l'environnement ultra surveillé du Vatican, où chaque geste est scruté et analysé, cette double dissimulation devient un exercice d'équilibriste permanent. Malheureusement pour Jeanne, cette relation a des conséquences biologiques inévitables. Elle tombe enceinte. Cette grossesse transforme sa situation déjà précaire en véritable bombe à retardement. Comment une femme peut-elle cacher sa grossesse quand elle occupe l'une des fonctions les plus exposées au monde? Jeanne déploie des trésors d'ingéniosité pour cacher sa grossesse. Elle modifie progressivement sa garde-robe pontificale, utilise des vêtements plus amples, évite certaines cérémonies publiques sous prétexte de méditation spirituelle ou de maladies bénignes. Ses collaborateurs les plus proches attribuent ces changements de comportement aux responsabilités écrasantes de la fonction pontificale. Après tout, il n'est pas inhabituel qu'un pape se montre fatigué ou légèrement souffrant compte tenu de la charge de travail. Pendant plusieurs mois, cette stratégie fonctionne. Jeanne continue d'exercer ses fonctions, reçoit les dignitaires, préside les messes et gouverne l'Église. Mais à mesure que sa grossesse avance, la dissimulation devient de plus en plus difficile. L'ironie de la situation est cruelle.
celle qui a consacré sa vie à tromper son entourage sur son identité sexuelle, se trouve piégée par les conséquences biologiques de cette même identité qu'elle a si longtemps niée. Au printemps 158, Rome se prépare pour l'une des processions les plus importantes de l'année liturgique. Cette cérémonie, qui doit conduire le cortège pontifical de la basilique Saint-Jean de Latran à la basilique Saint-Pierre, revêt une importance particulière dans le calendrier religieux romain. Jeanne, malgré sa grossesse avancée, ne peut se soustraire à cette obligation sans éveiller des soupçons. Elle décide donc de participer à la procession, espérant sans doute que tout se passera bien et qu'elle pourra ensuite prendre les mesures nécessaires pour accoucher discrètement. C'est une erreur de calcul fatale. Le stress de la cérémonie, la fatigue de la marche et sans doute l'émotion de se trouver au centre de l'attention de milliers de fidèles déclenchent le travail de l'accouchement. La procession avance lentement dans les rues de Rome. La foule se presse pour apercevoir le Saint-Père, les chants religieux résonnent, l'encens parfume l'air. Soudain, entre la Via dei Cercetti et la Via San Giovanni, Jeanne ressent les premières contractions. Ce qui se passe ensuite défie toute imagination. Jeanne, prise de douleur insoutenable, ne peut plus maintenir sa façade. Sous les yeux, ébahie de la foule, elle s'effondre et commence à accoucher en pleine rue. L'effet sur l'assistance est dévastateur. En quelques minutes, la vérité éclate au grand jour. Celui que tous vénèrent comme le vicaire du Christ sur terre est en réalité une femme qui vient de donner naissance à un enfant. Le scandale dépasse tout ce que l'imagination médiévale pouvait concevoir. La foule, d'abord pétrifiée par l'incrédulité, explose en cris d'horreur et de colère. Pour les fidèles de l'époque, cette révélation représente bien plus qu'une simple tromperie. C'est un sacrilège absolu, une profanation de la fonction la plus sacrée de la chrétienté. Les réactions sont immédiates et violentes. Certains témoins parlent de lapidation, d'autres évoquent une mort naturelle due aux complications de l'accouchement. Selon Jean de Mailly, le premier chroniqueur à rapporter cette histoire, Jeanne est attachée par les pieds à la queue d'un cheval et traînée dans les rues jusqu'à ce que mort s'ensuive. La mort de Jeanne plonge Rome dans le chaos. L'Église se trouve confrontée à une crise institutionnelle sans précédent. Comment expliquer qu'une femme ait pu tromper l'ensemble de la hiérarchie catholique pendant plus de 2 ans? Comment restaurer la crédibilité d'une institution qui vient de démontrer sa faillibilité de manière aussi spectaculaire? L'enfant né de cette union tragique ne survit pas longtemps. Certaines sources affirment qu'il meurt avec sa mère. D'autres qu'il est immédiatement exécuté par la foule en colère, qui y voit l'incarnation du mal. Les autorités ecclésiastiques doivent réagir rapidement pour limiter les dégâts. Elles organisent immédiatement l'élection d'un nouveau pape en la personne de Benoît III, qui est couronné quelques semaines après la mort de Jeanne. Mais le mal est fait. La confiance dans l'institution papale a été sérieusement ébranlée. Paradoxalement, la mort de Jeanne marque le début de son véritable règne, celui qu'elle va exercer sur l'imagination européenne pendant plus de 6 siècles. Dès les années qui suivent sa mort, son histoire commence à circuler de bouche à oreille dans toute l'Europe chrétienne. Cette propagation orale de la légende s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'histoire de Jeanne frappe les imaginations par son caractère extraordinaire. Ensuite, elle arrive à un moment où l'autorité papale traverse une période de turbulence qui rend cette version crédible. Les premières traces écrites de la légende apparaissent vers 1255 sous la plume de Jean de Mailly, un dominicain de Metz. Dans sa chronique universelle, il consigne cette histoire en ajoutant une mention révélatrice à vérifier. Cette prudence témoigne du fait que même les clercs de l'époque ne savent que penser de cette histoire incroyable. Vers 1260, Étienne de Bourbon, autre dominicain, reprend l'histoire dans son traité des divers matériaux de prédication. Mais c'est vraiment avec Martin de Tropos, dit Martin le Polonais, que la légende prend sa forme définitive vers 1277. Martin le Polonais occupe une position particulière dans l'histoire de la papesse Jeanne. Contrairement à ses prédécesseurs,
Il a été chapelain de plusieurs papes et connaît intimement les rouages du Vatican. Quand il décide de consigner l'histoire de Jeanne dans sa chronique des pontifes romains et des empereurs, il lui donne une crédibilité nouvelle. C'est Martin qui fixe définitivement les détails de la légende. Le nom de Jean l'Anglais, l'origine anglaise de Jeanne née à Mayence, ses études à Athènes avec son amant, sa carrière romaine et sa mort en couche lors de la procession. Sa version devient rapidement la référence et sera recopiée par la majorité des chroniqueurs ultérieurs. L'autorité de Martin le Polonais transforme une rumeur en fait historique accepté. Pendant près de 3 siècles, pratiquement personne ne remet en question l'existence de la papesse Jeanne. Elle figure dans toutes les chroniques, dans tous les livres d'histoire, dans toutes les listes de papes. L'histoire de Jeanne se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Europe médiévale. Entre 1250 et 1500, les historiens modernes ont recensé plus de 109 textes qui évoquent son pontificat. Cette diffusion géographique est remarquable. La moitié de ces textes proviennent du monde germanophone, 1/3 d'Italie, 17 du monde francophone et une dizaine d'Angleterre. Cette répartition géographique révèle les circuits de circulation de Mythsons, l'information à l'époque médiévale. Les ordres mendiants, dominicains et franciscains en tête, jouent un rôle crucial dans cette diffusion. Leurs réseaux européens permettent à l'histoire de traverser rapidement les frontières et les barrières linguistiques. L'acceptation de cette légende par l'Europe médiévale s'explique aussi par le contexte religieux de l'époque. La papauté traverse alors plusieurs crises qui fragilisent son autorité. Le grand schisme d'Occident, les conflits avec les empereurs, la corruption de certains pontifes. Dans ce contexte, l'histoire d'une femme pape ne paraît pas si invraisemblable. Ce qui rend la légende de Jeanne particulièrement fascinante, c'est qu'elle s'appuie sur des preuves matérielles que les Romains peuvent observer de leurs propres yeux. Ces éléments tangibles contribuent largement à la crédibilité de l'histoire. D'abord, il y a la fameuse chaise percée. Depuis la fin du XIe siècle, les papes nouvellement élus doivent s'asseoir sur un siège de marbre troué lors de leur cérémonie d'investiture. Officiellement, cette chaise curule symbolise l'humilité pontificale, mais rapidement, la légende lui attribue une fonction plus triviale, vérifier la masculinité du nouveau pape. Ensuite, les Romains peuvent voir une statue mystérieuse représentant une femme en habit pontifical tenant un enfant. Cette statue, située non loin du lieu supposé de l'accouchement, passe pour être le monument funéraire de la papesse Jeanne. En réalité, il s'agit probablement d'un monument antique mal interprété, mais cette explication rationnelle ne circule pas à l'époque. Enfin, les processions pontificales évitent systématiquement une certaine rue romaine, celle où Jeanne aurait accouché. Cette pratique, qui a des origines probablement techniques ou protocoles, est immédiatement interprétée comme une volonté d'éviter de souiller le cortège papal en passant par le lieu du sacrilège. À partir du XIVe siècle, l'histoire de la papesse Jeanne devient un outil de combat politique et religieux. Différents groupes s'en emparent pour servir leurs propres intérêts dans leur conflit avec l'autorité pontificale. Guillaume d'Occam, le philosophe franciscain, utilise l'histoire de Jeanne pour justifier sa lutte contre le pape Jean XXII. Pour lui, le pontificat de Jeanne prouve que le diable peut s'emparer du trône pontifical et que les fidèles ont le devoir de résister à un pape illégitime. Pendant le grand schisme d'Occident, 1378-1417, les deux camps rivaux utilisent l'histoire de Jeanne pour justifier la possibilité de déposer un pape. Si l'Église a pu se tromper sur le sexe d'un pontife, elle peut également se tromper sur sa légitimité. Jan Hus, le réformateur tchèque, évoque l'histoire de Jeanne devant le concile de Constance en 1415. Pour lui, ce pontificat féminin prouve que la succession apostolique a été brisée et que l'autorité papale n'a plus de fondement légitime. Significativement, aucun des cardinaux présents ne conteste l'existence historique de Jeanne. L'histoire de la papesse Jeanne connaît un regain d'actualité avec la réforme protestante.
Martin Luther lui-même affirme avoir vu une statue de Jeanne lors de sa visite à Rome en 1510. Pour le réformateur allemand, l'existence de cette statue prouve l'endurcissement irrémédiable d'une papauté qui ne prend même pas la peine de détruire un monument à sa propre honte. Jean Calvin reprend également cette histoire pour contester l'autorité pontificale. Théodore de Bèze la mentionne au colloque de Poissy pour démontrer l'impossibilité d'une succession apostolique ininterrompue. Les polémistes protestants publient de nombreux pamphlets utilisant l'histoire de Jeanne. Le plus célèbre, publié anonymement en 1675, s'intitule « Un cadeau pour les papistes, vie et mort de la papesse Jeanne ». Ces publications transforment Jeanne en symbole de la corruption catholique. Face à cette instrumentalisation protestante, l'Église catholique finit par réagir. Jusqu'au XVIe siècle, elle n'avait jamais vraiment contesté l'existence de Jeanne. Mais l'utilisation polémique de cette histoire par les réformés l'oblige à réviser sa position. En 1562, Onofrio Panvino, moine, Augustin, rédige la première réfutation sérieuse de la légende dans sa Vie des papes. Il démontre l'impossibilité chronologique d'insérer le pontificat de Jeanne entre Léon IV et Benoît III, période trop brève pour permettre un règne de plus de 2 ans. Florimond de Raymond, juriste français, publie en 1587 L'erreur populaire de la papesse Jeanne, ouvrage qui sera réédité 15 fois. Il analyse méthodiquement toutes les preuves de l'existence de Jeanne et démontre leur caractère fallacieux. Les jésuites reprennent et développent cette argumentation. Progressivement, même les protestants finissent par abandonner cet argument. En 1647, c'est paradoxalement un calviniste, David Blondel, qui publie la réfutation la plus complète de la légende dans son éclaircissement familier de la question « Si une femme a été assise au siège papal de Rome ». L'érudition moderne a définitivement établi le caractère légendaire de l'histoire de la papesse Jeanne. Plusieurs éléments permettent de l'affirmer catégoriquement. D'abord, l'impossibilité chronologique est évidente. Entre la mort de Léon IV le 17 juillet 855 et l'élection de Benoît III le 29 septembre de la même année, il ne s'écoule que quelques semaines, insuffisantes pour permettre un pontificat de plus de 2 ans. Cette chronologie est confirmée par des preuves matérielles indiscutables. Monnaie, charte, correspondance. Ensuite, aucune source contemporaine ne mentionne l'existence de Jeanne. Les chroniques de l'époque, pourtant très détaillées sur les affaires pontificales, ignorent totalement ce pontificat extraordinaire. Il faut attendre 400 ans après les faits supposés pour voir apparaître les premières mentions écrites. Enfin, l'analyse des sources médiévales révèle que tous les récits dérivent des 3 textes originaux du XIIIe siècle. Il n'existe aucune tradition indépendante qui confirmerait l'existence historique de Jeanne. Si Jeanne n'a jamais existé, comment expliquer la naissance et le succès de cette légende? Les historiens modernes proposent plusieurs hypothèses complémentaires. La première explication tient aux particularités de la papauté du IXe siècle. Cette période est marquée par l'influence considérable de femmes aristocrates romaines sur les affaires pontificales. Théodora et Marosie, notamment, exercent un pouvoir réel sur l'élection et la politique des papes. Cette situation exceptionnelle a pu nourrir des rumeurs sur une possible papesse. La deuxième hypothèse concerne l'existence d'un pape, Jean VIII, 872-882, dont la personnalité faible et les compromissions avec les Sarrasins lui valent le surnom de papesse de la part de ses contemporains. Une confusion chronologique aurait pu transformer ce sobriquet en histoire d'une véritable femme pape. La troisième explication réside dans les débats théologiques de l'époque sur l'ordination des femmes. Au XIIe siècle, les canonistes débattent intensément de la possibilité pour une femme de recevoir les ordres sacrés. Ces discussions savantes ont pu alimenter l'imagination populaire. L'histoire de Jeanne s'inscrit dans un contexte médiéval où le travestissement féminin revêt des significations particulières. Au Moyen Âge,
Plusieurs saintes sont vénérées pour avoir vécu déguisées en hommes. Sainte Marine, Sainte Eugénie, Saint Apollinaire. Cette tradition hagiographique rend l'histoire de Jeanne plausible aux yeux des contemporains. Si des saintes ont pu vivre en hommes pour préserver leur chasteté ou accéder à la vie religieuse, pourquoi une femme ambitieuse n'aurait-elle pas pu utiliser le même stratagème pour accéder au pouvoir? Le travestissement de Jeanne pose aussi la question de l'accès féminin au savoir. Dans une société où l'éducation supérieure est exclusivement masculine, le déguisement devient le seul moyen pour une femme d'accéder à la connaissance. Cette dimension de l'histoire explique en partie sa persistance dans l'imaginaire collectif. Bien que définitivement démasquée comme une légende, l'histoire de la papesse Jeanne continue de fasciner les esprits modernes. Elle a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques qui explorent les thèmes du pouvoir, du genre et de la religion. Au XIXe siècle romantique, Jeanne devient le symbole de la libération féminine et de la lutte contre l'oppression patriarcale. Les féministes y voient la preuve qu'une femme peut exercer les plus hautes responsabilités si elle en a la possibilité. Au XXe siècle, l'histoire de Jeanne inspire romans et films qui explorent les questions d'identité sexuelle et de pouvoir religieux. Elle devient une figure transgressive qui interroge les fondements de l'autorité masculine dans la société occidentale. L'histoire de la papesse Jeanne, bien que légendaire, offre des enseignements précieux sur le fonctionnement des sociétés médiévales et la circulation de l'information à cette époque. Elle révèle d'abord la puissance de l'imaginaire collectif et sa capacité à créer des vérités qui s'imposent pendant des siècles. Le fait que cette histoire ait été acceptée comme vraie par l'Europe entière pendant 600 ans démontre l'importance des récits dans la construction de la réalité sociale. Elle illustre ensuite les mécanismes de diffusion de l'information au Moyen Âge, le rôle des ordres mendiants, la circulation des manuscrits, l'importance des chroniques dans la formation de la mémoire collective. Tous ces éléments apparaissent clairement dans l'histoire de Jeanne. Elle témoigne enfin des tensions qui traversent la société médiévale concernant la place des femmes et l'exercice du pouvoir. L'histoire de Jeanne cristallise les angoisses et les fantasmes d'une époque confrontée à des mutations profondes. L'histoire de la papesse Jeanne demeure l'une des légendes les plus fascinantes de l'histoire européenne. Née vers 1255 sous la plume de Jean de Mailly, développée par Martin le Polonais, utilisée par les polémistes de tous bords, elle a traversé les siècles en s'adaptant aux préoccupations de chaque époque. Bien que les historiens aient définitivement établi son caractère légendaire, Jeanne continue de hanter l'imaginaire occidental. Elle incarne cette figure transgressive de la femme qui brise les interdits pour accéder au pouvoir suprême. Sa mort, tragique en pleine procession romaine, reste l'image la plus saisissante de cette légende. Cette scène d'accouchement public, qui révèle brutalement la supercherie, symbolise l'impossibilité pour une femme de maintenir indéfiniment un mensonge sur son identité dans une société qui lui refuse l'accès au pouvoir. Un aspect particulièrement troublant de l'histoire de Jeanne réside dans la variété des versions proposées par les chroniqueurs médiévaux. Ces variations ne concernent pas seulement des détails mineurs, mais touchent aux éléments centraux du récit. Le nom même de la papesse change selon les sources. Si Martin le Polonais l'appelle Jean l'Anglais, puis Jeanne, d'autres chroniqueurs lui donnent les noms d'Agnès, Marguerite, Gilberte, Anne, Jutta ou Glancia. Cette multiplicité de noms suggère que différentes traditions orales ont convergé vers la même légende. L'origine géographique de Jeanne varie également. Tantôt anglaise, tantôt allemande de Mayence, parfois même présentée comme italienne, elle semble incarner cette figure de l'étranger qui vient bouleverser l'ordre romain. Cette instabilité géographique révèle la nature composite de la légende. Les circonstances de sa mort donnent lieu à des récits particulièrement divergents. Jean de Mailly raconte qu'elle est traînée par un cheval jusqu'à la mort. Martin le Polonais affirme qu'elle meurt en couche. D'autres sources évoquent une lapidation par la foule ou une simple déposition suivie d'un exil.
L'histoire de Jeanne engendre rapidement des pratiques rituelles destinées à éviter qu'un tel scandale ne se reproduise. Le plus célèbre de ces rituels concerne la fameuse chaise percée utilisée lors de l'intronisation pontificale. Selon la tradition populaire, chaque nouveau pape doit s'asseoir sur ce siège troué pendant qu'un diacre vérifie sa masculinité en déclarant « Testiculos habet et benependentes ». Il a des testicules et elles pendent bien. Cette cérémonie, attestée dès la fin du XIe siècle, précède donc largement l'apparition de la légende de Jeanne. En réalité, ces chaises curules constituent des symboles d'autorité hérités de l'Antiquité romaine. Leur forme trouée n'a aucun rapport avec une quelconque vérification anatomique, mais répond à des considérations pratiques et symboliques liées à la cérémonie d'investiture. Cependant, la légende s'empare rapidement de ces objets pour leur attribuer une fonction préventive. Les pèlerins qui visitent Rome peuvent voir ces chaises au Latran et au Vatican, renforçant leur conviction que l'histoire de Jeanne correspond à une réalité historique. Autre preuve matérielle de l'existence de Jeanne, l'évitement systématique d'une rue romaine par les processions pontificales. Cette pratique, observée depuis le XIIIe siècle, est immédiatement interprétée comme une volonté d'éviter le lieu de l'accouchement scandaleux. Cette rue, située entre Saint-Jean-de-Latran et Saint-Pierre, devient rapidement un lieu de pèlerinage pour les curieux. On y montre l'endroit précis où Jeanne aurait accouché, on y raconte son histoire, on y vend des reliques apocryphes. En réalité, l'évitement de cette rue s'explique probablement par des considérations pratiques. Largeur insuffisante, déclivité trop importante, sécurité défaillante. Mais cette explication rationnelle ne circule pas dans l'Europe médiévale, qui préfère l'interprétation légendaire. Rome médiévale conserve également une statue représentant une femme en habit pontifical tenant un enfant. Cette sculpture, dont l'origine reste mystérieuse, passe pour représenter la papesse Jeanne et son fils illégitime. Les pèlerins affluent pour contempler ce monument qu'ils considèrent comme le tombeau de la papesse. Certains y gravent des inscriptions, d'autres y déposent des offrandes. Cette statue devient l'un des lieux de mémoire les plus visités de la Rome médiévale. Les historiens modernes pensent qu'il s'agit probablement d'un monument antique mal interprété, peut-être dédié à une divinité mère ou à une impératrice romaine. Mais cette hypothèse ne peut être vérifiée car la statue disparaît au XVIe siècle, probablement détruite sur ordre du pape Pie V pour mettre fin au culte de la papesse. Cette statue porte une inscription latine difficile à déchiffrer que les contemporains interprètent comme une épitaphe de Jeanne. Jean de Mailly y lit PPPPPP, qu'il traduit par Pierre, père des pères, publie la parturition de la papesse, Petrus pater patrum, papissae partum prodidi. Cette interprétation, pour ingénieuse qu'elle soit, relève probablement de la fantaisie. L'inscription originale était sans doute beaucoup plus prosaïque et concernait le personnage réellement représenté par la statue. Mais cette exégèse créative témoigne de la volonté des contemporains de trouver des confirmations matérielles à une histoire qui les fascine. Elle illustre également la capacité de l'esprit humain à réinterpréter la réalité en fonction de ses croyances. L'histoire de Jeanne connaît rapidement des développements littéraires qui enrichissent et complexifient la légende originale. Ces élaborations révèlent les préoccupations des différentes époques et la capacité d'adaptation de ce récit fondateur. Boccace, dans ses Femmes illustres, 1353, fait de Jeanne une héroïne tragique victime de sa passion amoureuse. Il développe particulièrement l'aspect sentimental de l'histoire, transformant la papesse en figure romantique avant la lettre. Les chroniqueurs ultérieurs ajoutent progressivement de nouveaux épisodes, l'enfance studieuse de Jeanne, ses voyages initiatiques, ses relations avec les grands de son époque. Ces additions témoignent de la vitalité d'une légende qui continue de s'enrichir au fil des siècles. Les textes vernaculaires adaptent l'histoire pour des publics moins savants. Ces versions populaires insistent davantage sur les aspects merveilleux et dramatiques, transformant parfois Jeanne en sorcière ou en sainte, selon les besoins de l'édification morale.
L'accueil réservé à l'histoire de Jeanne varie selon les régions européennes et les traditions nationales. Cette diversité de réception révèle les spécificités culturelles de l'Europe médiévale. Dans le monde germanique, l'histoire rencontre un succès particulier, peut-être en raison de l'origine supposée allemande de Jeanne. Les chroniqueurs germaniques développent particulièrement l'épisode de l'enfance à Mayence et les études dans les monastères rhénans. En France, l'histoire est reçue avec plus de prudence, les chroniqueurs français étant généralement plus proches du pouvoir pontifical. Cependant, elle circule largement dans les milieux populaires et inspire plusieurs œuvres vernaculaires. En Angleterre, l'origine prétendument anglaise de Jeanne suscite un intérêt particulier. Les chroniqueurs anglais développent l'idée d'une revanche symbolique sur Rome, une Anglaise ayant réussi à tromper la capitale de la chrétienté. Au fil des siècles, l'image de la papesse Jeanne évolue selon les préoccupations de chaque époque. Cette plasticité de la figure légendaire témoigne de sa capacité à incarner différents enjeux sociaux et culturels. Au XIIIe siècle, Jeanne incarne d'abord la tromperie et le sacrilège. Sa condamnation morale est unanime, même si son intelligence et son érudition forcent l'admiration. Elle représente la figure de la femme qui transgresse l'ordre divin en usurpant une fonction masculine. Au XIVe siècle, avec les crises de l'Église, Jeanne devient le symbole de la faillibilité pontificale. Les polémistes l'utilisent pour démontrer que l'institution papale peut être trompée et que son autorité n'est pas infaillible. À la Renaissance, l'humanisme naissant porte un regard plus nuancé sur le personnage. L'accent se déplace vers l'aspect intellectuel de l'histoire. Jeanne devient la figure de la femme savante qui lutte contre l'obscurantisme masculin. L'époque moderne transforme radicalement la perception de Jeanne. De figure négative, elle devient progressivement un symbole positif de l'émancipation féminine et de la lutte contre l'oppression. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières utilise son histoire pour critiquer l'obscurantisme religieux. Voltaire y voit la preuve de la crédulité médiévale et de la nécessité de soumettre les croyances traditionnelles à l'examen critique de la raison. Le XIXe siècle romantique fait de Jeanne une héroïne tragique luttant contre les contraintes sociales. Les écrivains développent l'aspect passionnel de son histoire, insistant sur le conflit entre l'amour et le devoir, entre l'aspiration personnelle et les interdits sociaux. Le XXe siècle, marqué par les luttes féministes, transforme Jeanne en pionnière de l'égalité des sexes. Son déguisement masculin devient le symbole de la nécessité pour les femmes de contourner les obstacles patriarcaux pour accéder au pouvoir. L'histoire de la papesse. Jeanne inspire de nombreuses œuvres artistiques qui témoignent de sa permanence dans l'imaginaire occidental. Ces créations révèlent les différentes lectures possibles de cette légende fascinante. La peinture médiévale représente souvent l'accouchement de Jeanne comme une scène d'apocalypse, avec des détails horrifiques destinés à édifier les fidèles. Ces œuvres insistent sur le châtiment divin qui frappe celle qui a osé profaner la fonction pontificale. Le théâtre baroque développe l'aspect tragique de l'histoire, transformant Jeanne en héroïne cornélienne déchirée entre ses ambitions et ses passions. Ces pièces explorent les thèmes du pouvoir, de l'amour et de la chute inéluctable de l'orgueil humain. Le cinéma contemporain propose des lectures plus complexes, questionnant les notions d'identité sexuelle et de pouvoir religieux. Ces films utilisent l'histoire de Jeanne pour interroger les rapports entre les sexes dans les sociétés occidentales modernes. Malgré son caractère légendaire établi, l'histoire de Jeanne continue de soulever des questions sur sa vraisemblance intrinsèque. Certains éléments du récit méritent d'être examinés pour comprendre pourquoi cette légende a pu paraître crédible. La possibilité du travestissement féminin à long terme n'est pas en soi invraisemblable. L'histoire médiévale connaît plusieurs cas avérés de femmes ayant vécu déguisées en hommes pendant des années. Le contexte religieux, avec ses vêtements amples et ses pratiques de chasteté, facilite ce type de dissimulation. L'accès d'une femme déguisée aux hautes fonctions ecclésiastiques n'est pas non plus impossible.
Au Moyen Âge, l'avancement dans la hiérarchie religieuse dépend largement du mérite intellectuel et de la protection de puissants. Une femme exceptionnellement douée pourrait théoriquement gravir ces échelons. Cependant, l'exercice de la fonction pontificale par une femme pose des problèmes pratiques considérables. Les obligations cérémonielles, les audiences privées, la vie quotidienne au Vatican rendent très difficile le maintien d'un tel secret pendant plus de 2 ans. L'histoire de la papesse Jeanne, même légendaire, a des conséquences durables sur l'institution pontificale. Elle révèle les failles de crédibilité de l'Église médiévale et l'oblige à repenser certaines de ses pratiques. L'acceptation quasi unanime de cette légende pendant des siècles démontre la faiblesse du contrôle historique exercé par l'Église sur son propre passé. Cette situation pousse progressivement les autorités religieuses à développer une approche plus critique de leurs sources. L'utilisation polémique de l'histoire par les adversaires de Rome oblige l'Église à affiner ses méthodes de réfutation. Les travaux d'Onofrio Panvino et de ses successeurs marquent l'entrée de l'historiographie catholique dans l'ère de la critique scientifique. La persistance de cette légende révèle également l'existence d'un imaginaire populaire autonome que l'Église ne contrôle pas entièrement. Cette prise de conscience contribue aux efforts de la contre-réforme pour resserrer le contrôle doctrinal sur les fidèles. L'histoire de la papesse Jeanne offre un éclairage précieux sur le fonctionnement des sociétés médiévales et les mécanismes de construction des croyances collectives. Elle illustre plusieurs phénomènes sociologiques fondamentaux. D'abord, elle démontre la puissance des récits fondateurs dans l'organisation de la mémoire collective. Une histoire, même fausse, peut acquérir une réalité sociale si elle répond aux attentes et aux angoisses d'une époque. Ensuite, elle révèle l'importance des réseaux de communication dans la diffusion de l'information. Les ordres mendiants, par leur mobilité et leur implantation européenne, jouent un rôle crucial dans la propagation de cette légende. Enfin, elle illustre les mécanismes de validation sociale des informations. L'autorité des chroniqueurs, le prestige des institutions, qui diffusent l'histoire, la cohérence apparente du récit, tous ces éléments contribuent à transformer une rumeur en fait historique. Aujourd'hui encore, 6 siècles après que David Blondel ait définitivement réfuté son existence historique, la papesse Jeanne continue de fasciner. Cette persistance témoigne de la puissance évocatrice d'une histoire qui transcende les frontières entre légende et réalité. Jeanne incarne cette figure universelle de la transgression créatrice, de l'individu qui défie l'ordre établi pour affirmer sa singularité. Son histoire questionne les fondements de l'autorité, les rapports entre les sexes, la nature du pouvoir religieux. Sa mort tragique en pleine procession romaine reste l'une des images les plus saisissantes de la littérature européenne. Cette scène finale, où la vérité biologique détruit brutalement l'édifice de mensonges, symbolise la fragilité de tous les pouvoirs humains face aux réalités de la condition mortelle. La papesse Jeanne n'a probablement jamais existé, mais elle vit éternellement dans l'imaginaire occidental, comme le symbole de ces rêves impossibles qui poussent l'humanité à dépasser ses limites. Son pontificat légendaire nous rappelle que parfois, les mythes révèlent des vérités plus profondes que l'histoire elle-même. Dans les ruelles de Rome, les guides touristiques montrent encore aux visiteurs l'endroit où la papesse aurait accouché. Cette persistance de la légende dans la géographie urbaine témoigne de sa capacité à transformer la réalité matérielle elle-même. Jeanne continue de régner sur un petit morceau de la ville éternelle, preuve ultime que certaines histoires sont plus fortes que la mort.